Bon, je pense que Thierry Pêche a bien reçu le message. Pour la 6e partie, on va s'arrêter sur le cas du philosophe Michel Onfray. Pour ce premier entretien, je vais m'intéresser au cas Michel Onfray, qui est un collègue, et qui est un collègue sérieux, parce que c'est le seul des philosophes médiatiques qui soit un véritable bosseur et qui ne soit pas un mondain, à la différence, je ne parle même pas de Bernard-Henri Lévy, mais même de Luc Ferry, etc., qui est très inconsistant, qui n'a pas d'œuvre significative. Donc c'est le premier point. Déjà, je ferai quelques éloges à Michel Onfray, que j'aime bien à titre personnel. D'abord, c'est un bosseur. Alors, il expose lui-même sa méthode, tout lire, les œuvres complètes de l'auteur dont il s'occupe, lire la correspondance, lire les biographies de référence, et puis en tirer un travail. Bon, il a fait ça à propos de Freud, dans le crépuscule d'une idole, sur l'affabulation freudienne. Et je dois dire que Freud en sort étrillé, éparpillé en 1000 morceaux, et ceux qui à cette époque-là, les entrepreneurs psychanalystes à la Roudinesco ou à la Gérard Miller, ont éructé contre Onfray, s'en sont tenus à des invectives de type raciste, antisémite, etc. Alors qu'en réalité, quand on regarde le détail, la conception de la psychanalyse par Freud, d'abord, n'est pas l'invention de Freud. Ensuite, Freud a en effet été cocaïnomane. Ensuite, à certains moments, il méprisait sa propre théorie dont il trouvait qu'elle avait une vertu principale, c'était de le rendre célèbre et de lui apporter de l'argent. Il pouvait être accessible à toutes sortes de superstitions ésotériques, etc. Donc, déjà, le premier point, c'est qu'Onfray est un vrai bosseur. Et moi, ça m'a libéré d'ailleurs d'une espèce d'autorité du freudisme, comme ça. J'ai pu, au début des années 2000, faire des cours à mes élèves, reprenant les données du freudisme comme des données anthropologiques, un petit peu communes. Bon, en réalité, il faut tout reprendre de A à Z. Deuxième point qui rend Michel Onfray extrêmement sympathique dans les médias cette fois, c'est que c'est un type compact qui a dû beaucoup se battre, qui est d'un milieu populaire et qui ne se laisse pas faire par les mondains ou les grands squales médiatiques qu'on lui jette en face. Et j'ai été assez heureux de le voir étrier des types comme Solers, par exemple. Ensuite, sur le fond, ce qui me semble extrêmement vertueux chez lui, c'est qu'il a pensé, et toujours davantage ces dernières années, contre son propre camp, c'est-à-dire la gauche libertaire dont il se revendique toujours, mais il a pleinement identifié ce que Michéa critique par ailleurs et décrit par ailleurs, à savoir la gauche libérale, mondialiste, qui promeut un homme déraciné, hors sol, etc. Et je pense que ses ancrages personnels, son éthique personnelle, lui ont permis de ne pas céder à ces représentations totalement erronées et méprisantes pour les réalités humaines qui prévalent à gauche, que ce soit Nouvelle Manière, le mondialisme Nouvelle Manière, ou même chez les marxistes-léninistes maintenus comme Badiou. Il y a ce qui me frappe, en dépit de l'existence de l'islam, qui est en partie aussi un motif de mobilisation de la droite libérale, hein. C'est aussi un motif comme ça de suscitation fétichiste d'un adversaire en partie imaginaire. Mais même avec tout cela, ce qui me frappe, moi, c'est l'homogénéité extraordinaire du monde contemporain. Parce que quand vous êtes dans une réunion à Séoul, ou quand vous êtes dans une réunion dans le sud de l'Argentine, ou quand vous êtes en Turquie, tout ça, ça se ressemble beaucoup. Dans des réunions, ça se ressemble. L'internationalisme, parce que de fait, ça nous distingue. Moi, je crois que la tâche révolutionnaire est déjà tellement complexe, localement, régionalement ou dans la perspective moléculaire, que l'idée de pouvoir penser la révolution planétaire dans des pays où il y a des puissances comme l'islam, je pense que l'islam est une force aujourd'hui planétaire et qu'il y a une espèce de communauté virtuelle, l'Oumma, avec laquelle il nous faudrait entrer en relation, et sûrement pas dans une relation dialectique tel que l'Occident le perçoit. Je pense que si nous voulons, là encore, refonder un internationalisme, il faut sûrement pas le penser en termes d'étincelles qui mettraient le feu à toute la plaine planétaire. Parce que là, ça reste un point noir de ma pensée. De fait, je me dis, quand je fais le tour du monde et que je fais des conférences ici, là ou ailleurs, j'étais au Congo la semaine dernière, je suis aux Émirats dans une quinzaine de jours, je me dis, mais comment peut-on être internationaliste ? Oui, là, pour le coup,
Onfray est véritablement pasoliniste. D'ailleurs, moi-même, si j'étais marxiste, je me définirais volontiers comme marxiste-pasoliniste, c'est-à-dire qu'il ne sépare pas la lutte pour l'égalité des ancrages populaires, culturels, des imaginaires, bref, de tout ce qui fait un véritable monde humain. Le dernier point sur lequel je voudrais rendre hommage à Michel Onfray, c'est qu'il a réhabilité la notion d'athéisme. Je suis à titre personnel athée, même si, troisième fois que je le dis, je respecte la religion de mes pères, le catholicisme qui compose la France, parce que on ne peut pas aimer la France en détestant le catholicisme. Toutefois, et ça c'est quelque chose auquel ils sont moins sensibles, peut-être ceux qui sont plus justement immergés dans le religieux, dans leur quotidien, ils se sentent agressés par le monde moderne ou postmoderne, qui est indéniablement matérialiste, c'est vrai, mais il s'est produit ces 25 dernières années un mouvement un peu américain dans le discours public français. C'est que d'un côté, effectivement, on promeut le consumérisme et le nihilisme qui l'accompagne, mais à la différence des années 70, on professe une révérence à l'égard du fait religieux. Voilà, la religion, ça serait en tant que tel l'accès vers le spirituel et la transcendance. Je ne dis pas que ça ne peut pas l'être, mais je dis que ce n'est jamais garanti, parce que l'accès à la transcendance des djihadistes de Daesh me paraît pour le moins pauvre. Donc il était pour moi de salubrité publique qu'Onfray porte, et publiquement justement, dans les médias, un discours de défense d'une morale athée, d'une morale, disons, plutôt à l'antique, qui procède de l'homme par l'homme. C'est-à-dire que le sentiment de la transcendance et du sacré peut naître de ce que Deleuze appelait le plan d'immanence, peut naître de manière immanente. Simplement, bien évidemment, il faut se détourner de soi seul, mais l'éducation y pourvoit. Après, qu'on trouve dans les religions des préceptes moraux praticables au plan philosophique ne doit pas faire oublier qu'il y a une autre proposition existentielle, philosophique précisément, et qui fait qu'il y a des athées qui sont des gens très bien, qui défendent leur famille, leur patrie, et qui sont respectueux de ce qu'il y a de sacré dans l'existence. Bien, alors après, je passerai aux critiques, ou disons demi-critiques. Onfray se définit comme hédoniste, c'est-à-dire cette conception philosophique qui fait du plaisir et de la douleur, mais du plaisir la boussole principale de l'existence, ce qui va nous permettre de régler nos actions. On recherche le plaisir et on fuit la douleur. Alors bien sûr, Onfray dès le départ s'est démarqué de l'hédonisme sans frein ni limite, hein, jouir sans entrave ni temps mort, disait un slogan de 68 repris par un 68ard, Raoul Vaneigem. Ça n'a jamais été ça dans le discours d'Onfray, c'est un hédonisme ascétique, épicurien, mais auquel il me semble qu'Onfray est condamné à rajouter comme cela un certain nombre de catégories pour le faire tenir, parce que l'épicurisme, c'est une philosophie du retrait hors de la cité. Certes, ça n'est pas la promotion du pur égoïsme, mais je vois mal comment on construit une pensée politique et morale complète sur cette base-là. Il faut dire que quand je recherche mon plaisir, je ne peux pas vouloir nuire à celui des autres. Mais il me semble que le plaisir est une réalité beaucoup plus ambiguë. Aristote le définissait comme imprégnant toute l'existence, une sorte d'état océanique. Il y a des plaisirs pervers. Alors le même Aristote considérait qu'il fallait éduquer les plaisirs et donner l'habitude de se plaire aux bonnes actions. Mais ça veut dire que donc il y a un concept de bien, des vertus, des devoirs, un goût pour l'excellence, pour l'effort, qui ne procède pas du plaisir immédiat. Alors on peut toujours se rattraper en disant que ce sont des plaisirs élevés à la puissance, mais ça me paraît un tour un peu rhétorique. Et puis quand Onfray valorise la figure de Démocrite, qui n'est pas exactement un hédoniste, mais qui est un matérialiste, en disant que Démocrite considérait qu'il ne fallait pas se marier, qu'il ne fallait pas s'engager dans les affaires publiques, on se demande ce qui reste au plan éthique. Donc j'ai toujours été un peu sceptique à l'égard d'une morale hédoniste, à l'égard de la morale hédoniste telle que Onfray la développe. En revanche, il est honnête encore là-dessus, puisque il se garde bien, ce que j'ai un peu suspecté à un moment donné, parce que je le voyais critiquer la pédophilie naissant de la frustration sexuelle, dans l'Église notamment, dans le contexte religieux, puisque c'est un critique des religions, pardon.
sans peut-être mesurer l'angle mort de son propre hédonisme, en tout cas de l'hédonisme libertaire, tel qu'il a été compris dans les années 70. Alors certes, pas dans un sens rigoureux et épicurien, ça on est bien d'accord. C'est un hédonisme de transgression, l'idéologie du désir, c'est l'hédonisme de Polanski et des pétitions pro-pédophiles dans Libération. Mais de ce point de vue-là, il continue d'être intègre. Décidément, il est dur à prendre en défaut sur ce plan-là, puisqu'il a tout récemment pris la défense de Barbarin et rappelé précisément Le Monde et Libération à leurs engagements passés. Mais arrêtons d'attaquer le cardinal Barbarin, d'autant que ce qui est assez drôle, c'est que tous ces gens qui attaquent Barbarin aujourd'hui, Libération en tête, sont des gens, ou Le Monde, sont des gens qui en 1977 publiaient des listes grandes comme ça d'intellectuels qui défendaient la pédophilie. Oui. Tous les grands noms de l'intelligence de cette époque-là, dont certains rentrent à l'Académie française récemment, des choses comme ça, sont des gens qui nous ont dit « essayez un enfant », par exemple. Oui, parce qu'on sait que Barbarin a été l'objet d'accusations portant sur le fait d'avoir couvert des actes de pédophilie, etc. Bon, là, on ferait être honnête. Il rappelle que la pédophilie n'est pas le monopole de l'Église, et puis que d'autre part, ceux qui s'en prennent à la pédophilie en milieu catholique feraient bien de le faire en songeant à ce qu'ils ont défendu dans les années 70. Bon. De manière générale, j'ai pu regretter aussi à le lire qu'on ferait une conception un peu binaire de l'histoire de la philosophie et puis sans doute des choses en général. Le bien, le mal, les auteurs matérialistes, hédonistes et puis idéalistes répressifs, là, s'enchaînent dans les descriptions historiques d'Onfray, dont il me semble qu'il manque un peu de sens dialectique. Alors la dialectique, c'est le fait d'incorporer le négatif dans la pensée du positif. Il y a eu un dévoiement de la dialectique qui ont une sorte de culte du négatif, de la mort, de la souffrance, ou de la violence, par exemple. Alors chez Sartre, hein, la violence est comme la lance d'Achille qui guérit la plaie qu'elle forme. Ça, je suis absolument pas partisan et Onfray non plus d'une telle conception de la dialectique, mais il me semble qu'il ne fait que concéder le négatif, il n'en comprend pas la nécessité. Et j'arrive sur le plan politique, par exemple, si on ne veut pas l'islamisme radical, il faut Saddam Hussein, ou il faut Bachar el-Assad. Donc on ne peut pas conserver, je dirais, sa pureté éthique en souhaitant ne défendre que du positif. Voilà, il faut passer par le négatif. À cet égard, le concept d'État libertaire qu'il défend me paraît intenable, parce que l'État, précisément, c'est la puissance létale qui détient le monopole de la violence légitime, disait Weber, c'est-à-dire que la charge de l'État, c'est d'assurer la survie, la pérennité et la défense d'un corps collectif. Donc par conséquent, il ne peut pas lui-même être libertaire, puisque l'unité de mesure du libertarisme, c'est, et Onfray le dit par ailleurs, hein, c'est l'individu. Alors de deux choses l'une, soit on considère que l'État assume le négatif pour que les individus puissent vaquer à leurs occupations, à leurs plaisirs justement, et là on est finalement dans un État libéral, libertaire, pas très loin des libertariens américains, c'est-à-dire que l'État se retire et laisse les individus composant la société civile vaquer à leurs occupations, à leurs plaisirs. Bon, à ce moment-là on est libéral. Et puis, à l'extrême inverse, il y a l'État totalitaire qui prétend fusionner avec la société. Et c'est pas ce que je défends. Mais entre les deux, il y a l'État républicain, l'État qui reprend une partie de l'héritage antique et qui considère qu'il ne peut pas se retirer de la vie civique ou de la société civile et qu'il a besoin précisément d'un ethos, des citoyens, ce que Hegel appelle la vie éthique, voilà, la dialectique, hein, c'est-à-dire que il faut que l'État soit à la fois indifférent et concerné par la vie des citoyens. Donc ça me semble là une conception plus dialectique et moins binaire de l'État. Bon, là où ça se gâte vraiment franchement, oui, puis je termine quand même, je fais un ajout, l'anthropologie politique qui soutiendrait cet État libertaire me paraît douteuse, c'est un peu du Brassens, quoi, hein, mourir pour des idées mais de mort lente. Je vois mal comment des libertaires, plutôt centrés sur la jouissance plus ou moins paisible de leur plaisir,
seraient susceptibles d'être des Jean Moulin, ou dans effectivement ce qu'il faut bien appeler le sacrifice, une sorte de transcendance dans l'immanence, quoi. Bon. Alors là où ça se gâte franchement, c'est quand il s'agit de mêler histoire et politique chez Onfray. Et là, il s'est un peu tristement signalé récemment en disant deux choses. En disant que nous menions des guerres islamophobes au Proche-Orient depuis 15 ans, c'est-à-dire que la destruction de l'Irak, de la Libye, la tentative de destruction de la Syrie serait islamophobe. D'abord, c'est un concept qui vient des milieux islamistes et qui me paraît, rien que pour cette raison, parfaitement douteux. Et puis d'autre part, ce ne sont pas les forces islamistes qui ont été la cible de ces attaques. Elles deviennent effectivement des ennemis en second, mais la première cible, c'est le nationalisme laïque arabe, qui précisément luttait le plus efficacement dans les conditions du monde arabe contre l'islamisme. Donc déjà, là, ça me semble une faute de pensée. La seconde, et là c'est un peu pathétique, consiste à s'adresser à al-Baghdadi, le chef de Daesh, pour lui demander de calmer les jeunes dans les banlieues, en croyant que il faut négocier avec l'ennemi. Tous ces soldats qui sont dans les banlieues, tous ces jeunes gamins qui sont prêts à mourir, et qui sont là en train d'attendre l'ordre. Parce que c'est ça ce qui se passe. Oui, mais civilisation sans père, sans autorité, sans ordre, alors, etc. On va y venir. D'un seul coup, oui, mais je pense que si on négocie avec le calife Ibrahim, parce que c'est lui qui peut leur dire « vous vous calmez », et qui calmerait... Vous croyez vraiment qu'il faut aller négocier avec le calife Ibrahim? Je pense qu'on ne peut pas négocier. Alors ça veut dire que plus rien n'est possible et qu'il ne faut jamais que de la violence généralisée. Mais... Alors ça pourrait tenir si le dit ennemi était réaliste. J'ai pas dit gentil, j'ai dit réaliste. Mais là, on a affaire au messianisme. Et donc, c'est toute la difficulté, parce que quand on est réaliste et qu'on en tient pour la rationalité des intérêts, des partages territoriaux, les guerres limitées, la guerre comme, ou la paix comme horizon de la guerre, etc., etc., eh bien, quand on se trouve face à des messianistes, qu'ils soient d'ailleurs américains, encore une fois, la démocratie religieuse de marché, ou djihadistes, ou même ici sionistes, eh bien, précisément, la rationalité du réalisme est prise en défaut. Ou en tout cas, elle n'est pas prise en défaut, mais elle ne peut pas se contenter de traiter l'ennemi selon ses propres conceptions. C'est-à-dire que le réaliste doit comprendre qu'il a face à lui quelqu'un qui ne l'est pas réaliste. Et par conséquent, eh bien, il doit l'y contraindre. Alors il y a deux méthodes là, dans ce cas-là, c'est-à-dire soit contraindre le messianiste à devenir réaliste, souvent à coup de bombe, soit s'appuyer dans une région du monde sur les forces qui, par leur charpente, leur constitution nationale, leur géopolitique, la structure de leurs élites, eh bien, sont réalistes. Donc là, en l'occurrence, les nationalismes laïques de Bachar el-Assad et antérieurement de Saddam Hussein. Voilà, je crois avoir tout dit en ce qui concerne Michel Onfray. Je voudrais ajouter, pour lui rendre un dernier hommage, qu'il me semble avoir fait revivre, et de façon visible dans le contexte médiatique, une figure de philosophe à l'antique, qui n'est pas seulement un théoricien, un universitaire, puisque c'est davantage cette figure-là qui a dominé à partir de... Allez, non, Descartes par sa vie, puisqu'il a été soldat, il a une vie haute en couleurs, incarnait quelque chose, mais disons c'est la figure de Kant, du philosophe universitaire, du professeur, qui a pris le pas sur la figure du philosophe éthique. C'est plutôt le théoricien qui a pris le pas sur l'éthique, la théorie qui a pris le pas sur l'éthique, pardon. Et donc il me semble que Onfray réhabilite ce style du philosophe dont on racontait les anecdotes le concernant comme des leçons précisément. Hein. Donc c'est intéressant, ça a vraiment permis aussi à la philosophie de trouver un meilleur visage que celui que lui ont donné les 10 nouveaux philosophes, Glucksmann, Lévy et compagnie.